Bienvenue à cette première édition de notre série d'entretiens dédiée à l'entrepreneuriat au Cameroun. Aujourd'hui, nous franchissons avec vous un cap. Nous voulons donner la parole à celles et ceux qui créent de la valeur, très souvent loin des projecteurs. Notre objectif est simple. Nous souhaitons déconstruire les discours préconçus sur l'entrepreneuriat en présentant les réalités sur le terrain et les défis quotidiens des jeunes entrepreneurs au Cameroun. Entrepreneur, leader, associé et dirigeant de l'Emplaceco et SARL, il a fait de la vision, du travail acharné et de la résilience des moteurs de son engagement entrepreneurial. Avec lui aujourd'hui, nous allons aborder un thème tout aussi édifiant qu'intrigant. Monsieur Jerry Foyou, bonsoir. Bonsoir Monsieur Bradley Baudian et bienvenue chez moi. Monsieur Jerry, c'est un honneur de vous compter parmi nous aujourd'hui. L'honneur est partagé. Bien, avant de commencer l'interview proprement dite, avant même de commencer à parler d'entreprise, de conseil, il y a très souvent un détail que beaucoup de jeunes oublient, l'homme lui-même. Alors aussi, permettez-moi de vous poser la question, qui est Jerry Foyou? C'est une question qui, à chaque fois qu'elle m'est posée, j'ai toujours tendance à répondre en plusieurs points. Tout d'abord, je vais donner mon nom. Je suis Monsieur Jerry Mervyn Foyou. Je suis né et grandi au Cameroun. J'ai fait toutes mes études au Cameroun, la maternelle, le primaire, le secondaire, une partie de l'université. J'ai passé 2 années hors du Cameroun, le temps d'obtenir mon master et de revenir. Quand je suis revenu au Cameroun, j'ai eu le temps de préparer ma thèse de doctorat, que je n'ai pas encore soutenue bien sûr, mais j'espère le faire dans les prochains mois. Au-delà de l'aspect éducationnel et autres, quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai eu une seule difficulté. C'était m'adapter au rythme. Ça allait trop vite pour moi. On a tendance souvent à dire que les Camerounais, ils aiment dormir, ils sont flemmards, mais c'est pas vrai. Ça allait trop vite pour moi parce que j'étais habitué pendant 2 ans à me réveiller à 8h30, à me réveiller à 9h, à commencer l'école à 10h. Donc ça a été très difficile. J'ai dû me réadapter, j'ai dû réapprendre. Après cela, j'ai commencé à travailler dans une start-up de la place où pendant 8 mois, j'ai été grants manager et c'était particulièrement difficile parce que comme je vous le disais tantôt, j'avais cette difficulté-là à pouvoir me lever tous les matins, me lever à 7h30, m'apprêter à aller au travail, rentrer. Et c'est de là qu'est née cette vocation qui va meubler la suite de notre entretien et vous comprendrez beaucoup de choses par la suite. Eh bien, Monsieur Jerry Foyou, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez un parcours des plus édifiants. Mais une question me turlupine. En tant que jeune, lorsqu'on a un parcours aussi brillant que le vôtre, il est tout à fait normal de se dire qu'on va continuer notre vie à l'étranger. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a fait penser que non, moi, Jerry Foyou, je souhaite investir au Cameroun? Pourquoi ne pas être parti exploiter vos compétences ailleurs quand on sait que vous auriez pu être mieux payé à l'étranger? Monsieur Baudian, le retour au Cameroun, dans un premier temps, ce n'était pas pour investir. C'était surtout parce que j'étais fatigué. J'étais vraiment fatigué. Et quand je rentre au Cameroun, je me dis que je serai dans un environnement beaucoup plus commode. Je serai avec des gens que je connais. Je serai entouré des miens. C'est vraiment ça l'idée de départ. Et dans un premier temps, je me fais embaucher dans une start-up où je commence à travailler. Je travaille, j'ai de très bons résultats d'ailleurs. On fait des levées de fonds. Tout se passe pour le mieux. Donc, dans l'immédiat, ce n'était pas investir mon objectif. Non, c'est pas la suite. Quand j'ai commencé à avoir ces nombreuses difficultés-là, que j'ai dit, OK, je vais m'orienter vers autre chose. Et je pense avoir le niveau et les capacités requises pour faire cela. C'est dans cette continuité-là que je suis allé vers une autre voie qui, aujourd'hui, avec du recul, j'estime que c'était la meilleure pour moi et je suis très heureux d'avoir emprunté cette voie. Donc, si nous comprenons bien, c'est votre retour au Cameroun, du moins votre retour au Cameroun a eu l'effet d'un regain d'énergie. Alors que ce serait ce qui justifierait la grande inventivité dont vous avez fait preuve pour créer ces 2 merveilleuses entreprises, je vous l'accorde, que sont l'Emplaceco et SARL. TEF, SARL. Le déclic proprement dit, c'était un soir, j'étais rentré du travail hyper fatigué, 18h, 19h par là. Et ma boss de l'époque m'appelle. Elle m'appelle et elle me dit, on va essayer de pousser, on va essayer de travailler en ligne. Nous avions travaillé jusqu'à 22h ce jour parce qu'on préparait un événement. On avait travaillé jusqu'à 22h. Ça avait été pour moi comme une douleur parce que je peinais. C'était difficile. Et je vous promets qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile, mais je le fais avec beaucoup d'amour et tout. Mais là c'est difficile et j'avais toujours l'impression d'être utilisé par les autres. J'avais cette impression-là très difficile pour moi. Et le lendemain quand je suis venu, je crois que je lui avais demandé
demandé à prendre quelques jours de congé. Elle m'a dit non, je peux pas. Il faudrait que l'événement passe. Et après l'événement, j'aurais pris mes jours de congé. C'est là que j'ai commencé à travailler sur mes projets personnels. J'ai dit, vas-y, je vais voir comment développer mes propres projets. Et gloire à Dieu, j'ai eu un alignement de diverses circonstances qui ont fait que mon mentor, avec qui je travaille sur tous mes projets, il était en ce moment en Chine et il me dit, il faudrait qu'on lance notre entreprise. Quand il me le dit, je dis, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et c'est à partir de ce moment que je lui ai dit, je veux faire dans l'industrie. Je dis comme ça, l'industrie. À ce moment, je sais pas encore ce que je vais faire, mais je dis l'industrie. Je sais pas quoi, je sais pas comment, mais je dis l'industrie. Parce que je me dis, à ce moment, j'aimerais créer de la valeur. Je ne réduis pas les autres business ou bien les autres entreprises qu'on rencontre au quotidien. Mais à ce moment-là, je voulais faire autre chose. Je voulais faire dans la transformation même. Parce que de base même, je veux transformer le piment. De base, c'est ce que je veux faire. C'est le piment. Parce que si mes souvenirs sont bons, j'avais tout le business plan, j'avais déjà ciblé des machines, j'avais vraiment tout. Et à cette époque, mon grand frère était en train de lancer un champ de piment vers le sud, à 100 millimètres. J'espérais que les débouchés de tout ce travail-là, ce serait mon entreprise et j'allais écouler les produits. C'était vraiment ça. Donc, c'est de là que vient l'idée de l'implant. Quand on ne réussit pas dans la transformation du piment, on se tourne vers le plastique. Et ce virage à 360 degrés là, on décide de lancer notre propre usine de fabrication de matières plastiques, de recyclage de matières plastiques aussi. C'est comme ça qu'on lance. En juillet 2025, on entame les procédures pour être en conformité avec l'État. Et le 17 juillet 2025, l'Emplace démarre ses activités. Eh bien, Monsieur Foyou, le moins que l'on puisse dire, vous avez rêvé grand et vous avez fait grand. Mais une question demeure, les financements. Parce qu'il est bien beau d'avoir le rêve, on peut tous rêver, mais qu'en est-il des fonds? Quels ont été vos premiers investissements pour vous permettre réellement de mettre sur pied vos différentes entreprises? La question sur le financement, elle n'est pas complexe, mais je dirais que on a un environnement très particulier. Très particulier parce que se tourner vers les banques dès le départ, c'est difficile. Pourtant, c'est la meilleure chose à faire. L'erreur, avec du recul, que j'ai eu à commettre, c'est d'avoir tout financé sur fonds propres. C'était une grosse erreur. Parce que à partir du moment où tu débourses de l'argent pour satisfaire un client et que au moment de payer, ce client-là ne respecte pas ses engagements, tu te retrouves coincé. Et quand on a lancé avec nos propres moyens. On a utilisé ce qu'on appelle des prêts dans les tontines. Je crois que c'est au Cameroun, deux, trois ou quatre amis qui sont déjà ensemble. La première idée qui leur vient en tête, c'est de dire, est-ce qu'on peut cotiser ensemble? Est-ce qu'on peut essayer de voir comment chaque semaine, chaque mois, on peut mettre de l'argent à côté? Le premier à bouffer, c'est tel, le deuxième, c'est tel. Tout à fait. Donc, dans l'immédiat, ce qu'on avait eu comme moyen principal pour se développer, c'était véritablement les tontines. Et on a eu l'aide de plusieurs personnes. Parce que dans notre entourage, on a même utilisé des gens pour aller prendre de l'argent dans les tontines, venir nous donner, qu'on puisse travailler avec. Pour vous dire à quel point c'était très compliqué. Et par la suite, quand les activités ont commencé à rouler, j'ai eu par l'entremise de deux amis proches qui travaillent dans une banque de la place. Elles ont eu à me conseiller, à me dire, non, vraiment, à chaque fois, on ne peut pas toujours te voir dans ce stress permanent de l'argent. Il faudrait que tu te tournes vers la banque, que tu voies comment, avec une gestionnaire, avec des conseillers et tout, comment est-ce qu'on peut te donner des lignes de crédit. Et c'est dans cette voie qu'on s'est engagé et on espère que très bientôt, nous aurons des lignes qui nous permettront de tourner encore plus vite que maintenant. À vous écouter, Monsieur Jerry Foyou, vous démystifiez un peu le mythe du fonds facile. Parce que à vous écouter parler de tontine, des différents prêts que vous avez eu à faire à droite à gauche, ça déconstruit totalement l'idée que nous, les jeunes, nous faisons de l'entrepreneuriat. Parce que moi, par exemple, je me dis que pour devenir entrepreneur, pour s'en sortir, si on n'est pas pistonné par son papa ou un proche qui est très haut placé, il faut tremper, si vous me permettez l'expression. Alors, cela me conduit à vous poser cette question. Comment, avec des moyens limités, vous avez pu gérer la croissance de vos différentes entreprises? Très belle question. Déjà, je vais revenir sur ce que vous venez de dire là. Il faut savoir un truc. Quand on a peu de moyens, on fait tourner son cerveau 2 fois plus vite. C'est à partir de ce moment où l'ingéniosité prend le pas, ta capacité financière. Parce que dans toutes circonstances, peu importe l'entreprise qui est devant vous, il y a toujours ces difficultés liées aux finances. Même les plus grandes entreprises, à un moment dans l'année ou bien à un moment de leur part, elles connaissent des difficultés financières. Et aujourd'hui, quand nous on allait vers cette tontine là, la seule chose
chose qu'on avait, c'était la crédibilité de nos personnes. On savait, par exemple, qu'on n'avait jamais pris l'argent d'un tel ou l'argent d'un tel et qu'on n'avait pas remis, ou bien qu'on avait des antécédents, comme on peut dire, parce qu'il y a des gens qui ont de très mauvais rapports avec l'argent. Quand tu as cette propreté-là, cette sainteté-là, ça te permet de partir vers les gens et de dire, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on m'accompagne. À partir de ce moment-là, vous pouvez cheminer, on peut vous apporter les fonds nécessaires et vous pouvez développer votre business. Mais comme je l'ai dit dès l'entame de mon propos, il faut savoir qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir l'argent complet. C'est très important. Et il faut savoir autre chose. Il ne faut jamais ou il ne faut pas toujours compter que sur soi-même. Pourquoi est-ce que je le dis? Vous pouvez être aujourd'hui, Monsieur Bodjon, vous avez 4 amis. Vous avez un business ou une idée de business pour laquelle il faut 8 millions. Je prends un exemple. Il faut 8 millions. Vous avez 2 millions. Vos 4 autres amis, ils ont chacun 1 million, 2 millions, je ne sais pas. Du moins, chacun a un petit quelque chose, effectivement. Mais si vous vous mettez à 4, ça peut faire les 8 millions. Ou ça peut faire 7 millions, ou bien ça peut faire 6 millions. Mais vous, parce que vous voulez que ce soit votre chose, votre entreprise, vous refusez de lier ou de tisser ces partenariats-là. À partir de ce moment, votre idée ne prendra jamais corps. Sauf si je me trompe. Pourtant, vous pouvez décider de vous allier avec d'autres personnes. Chez nous, on dit toujours, une seule main ne peut pas attacher le paquet. On peut se mettre ensemble, on travaille, on construit, on grandit. Et après, si quelqu'un veut quitter le projet, ok, il n'y a pas de problème. Tu veux partir? D'accord. Tu as investi tel montant, on a gagné tel. Vous calculez, vous donnez sa part et il se retire du projet et vous repartagez le pourcentage qui est resté. Je sais pas si on est sur la... Je comprends bien, en entrepreneuriat pour vous, l'union fait la force. Effectivement. Il y a des gens qui ont de très gros moyens, qui ont la capacité de monter l'entreprise seule, de se développer seul. Mais très souvent, dans notre écosystème, où c'est difficile, où c'est pénible, il faut toujours penser à se dire, ok, est-ce que je peux? Est-ce que je peux seul? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Demandez même. Dis, ok, est-ce que tu peux me donner? Je fais d'abord, après je te remets. Il y a des gens qui sont pas intéressés par l'entrepreneuriat. Ils travaillent, ils gagnent 1 million le mois. Ils prennent, ils met à la banque. Il sait pas quoi en faire. Si tu pars avec lui, tu dis, gars, j'ai un problème. Je veux faire ceci. Il te dit, bon, j'ai l'argent posé là-bas, mais si il te donne, ça va revenir. Je sais pas si il y a des gens qui sont prêts à miser dessus. S'il croit en toi, s'il croit en ton potentiel, il va miser. Donc, je crois que à ce niveau-là, il faut avoir cette lucidité-là, cette humilité aussi, parce que c'est beaucoup d'humilité, de partir vers les gens et de dire, vraiment, je ne peux pas faire seul. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je sais pas si on se comprend à ce niveau-là. Oui, si je comprends bien, l'entrepreneur excellent, loin d'être un loup solitaire, loin d'être un donneur d'ordre, il est plus un donneur d'ombre. Bien sûr, il faut beaucoup plus être dans l'écoute que dans l'action. Beaucoup plus. Tu peux être avec ton manœuvre, mais il a une idée tellement brillante. Mais si tu es un patron renfermé, tu vas même pas chercher à écouter. Pourtant, l'idée qu'il donne peut te faire gagner, je dis un truc bête, 100 francs, 200 francs, 300 francs. Et c'est un plus pour toi. Donc, il faut être à l'écoute continuellement. Ne pas se renfermer, ne pas être un loup solitaire comme vous avez dit non. À partir de ce moment, ça ne marche pas. Ça ne va jamais marcher. Même les plus grands entrepreneurs milliardaires là, tu te poses pas la question pourquoi est-ce que il est milliardaire mais il part quand même à la banque demander un crédit pour réaliser parce qu'on ne fait pas toujours tout seul. Pas possible. Encore plus dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose de très négatif. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là. D'accord. Merci, Monsieur Jerry. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une erreur que vous avez eu à faire. Tout remettre sur vous-même. Vouloir porter la charge de l'entreprise seul. Est-ce qu'on n'aurait pas commis cette erreur à cause d'un mur que vous auriez heurté? À cause des réalités de l'entrepreneuriat au Cameroun? Je ne vais pas remettre la faute sur les réalités ou de ce qu'on vit au quotidien. Je pense, et c'est un avis personnel, nous ne sommes pas assez éduqués sur certaines situations. Moi, dans mon parcours, je crois, de 6e en terminale, quand j'étais au collège, je ne pense pas avoir déjà eu à faire un cours qui m'éduque sur les questions entrepreneuriales. Je ne pense, même à l'université, je ne pense pas. On va dire, ok, je n'ai pas fait une filière liée à la gestion et autres, mais si on avait été assez outillé, dès le départ, on n'aurait pas eu à commettre ces erreurs-là. C'est en fautant, c'est en tombant qu'on apprend et on essaie toujours de se relever, de revenir plus fort, de s'adapter. Parce que il ne faut pas oublier quelque chose. Au Cameroun, on s'adapte. Vraiment, nous sommes dans le qu'est-ce que je peux faire demain? Comment est-ce que je peux? Nous sommes continuellement à la recherche des solutions, continuellement à la recherche des voies de contournement. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire à mes amis que nous, les jeunes entrepreneurs, nous sommes des débrouillards. Les gens vont penser que c'est un terme péjoratif. Pourtant, quand tu regardes la définition en soi du terme, le mot qui revient, c'est quelqu'un d'ingénieux. Le débrouillard, dans la définition donnée
sur Google et autres, c'est quelqu'un d'ingénieux. C'est quelqu'un qui est continuellement en train de chercher des pistes, des voies et moyens pour s'en sortir. C'est ça, débrouillard. Nous sommes 25 millions de débrouillards. Il y a peut-être une petite marge là de 5%, mais la grande majorité là, nous sommes des débrouillards. Nous sommes des débrouillards. D'accord. Vous avez dit quelque chose de très marquant au début de votre propos. Vous avez sous-entendu que le système éducatif, pour ne pas dire universitaire camerounais, n'en fait pas assez. Est-ce que vous pouvez développer davantage cette pensée? Monsieur Bodion, loin de moi de l'idée de vouloir donner des leçons à qui que ce soit, mais j'estime pour ma part, on n'en fait pas assez. On ne discute pas assez économie. Avec nos frères, avec les jeunes frères, avec nos étudiants, nos élèves, on n'en fait pas assez. Et c'est ce qui cause tout cela. Pourquoi est-ce que je le dis? Moi, je suis quelqu'un, je suis né, j'ai grandi, j'ai passé toute ma vie à Yaoundé. Mais j'ai véritablement compris le sens des affaires quand je me suis retrouvé dans la ville de Douala. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à rencontrer des personnes qui étaient là bien avant moi. Je me suis retrouvé dans ce cercle-là. J'ai commencé à apprendre. Je suis un autodidacte. Je ne connaissais rien. J'avais un projet. Je savais ce que je voulais faire, mais je savais pas comment faire cela. J'ai commencé petit à petit. Quand j'ai commencé à bâtir, j'ai commencé petit. Je suis encore au bas de l'échelle. Je suis encore au bas de l'échelle. Mais quand je vois tout ce que j'ai eu à apprendre, tout ce que j'ai eu à développer comme compétence, que vous n'auriez pas eu si vous étiez resté simplement sur les bancs. Voilà. Je ne les aurais jamais acquis si j'étais resté à l'école. Jamais. C'est parce que je me suis lancé dans ce qu'on appelle la vie active. Je me suis lancé. J'ai commencé à apprendre seul. J'ai eu à rencontrer des grands frères. Et je remercie toujours Dieu pour cela. J'ai eu mon mentor. Je n'en parle pas assez, mais Monsieur Joël Moukam, il m'a montré une voie. C'est le cofondateur de l'Emplastenco. Il m'a montré une voie. Il m'a montré un chemin. Il m'a dit c'est possible. Vous savez, je suis quelqu'un, je ne cède pas facilement au stress, à la panique. Pas du tout. Et la chance que j'ai eu à avoir, c'est que, avec lui à mes côtés, il me disait toujours, papa, tu stresses pourquoi? À mort d'homme? Non. Ok, ça veut dire qu'on peut régler la situation. Et on n'apprend pas ça à nos enfants. On n'apprend pas ça aux jeunes. Donc, je crois qu'il faut beaucoup plus discuter. Il faut beaucoup plus discuter. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a une expérience dans un domaine, cherchez à comprendre, cherchez à savoir qu'est-ce qu'il a fait pour développer ses compétences, qu'est-ce qu'il a fait pour arriver à ce niveau, d'où est-ce qu'il est parti, ainsi de suite. C'est pour ça que je dis toujours la curiosité n'est pas un vilain défaut. Non, c'est un vilain défaut dans certains cas. Si tu cherches à connaître ce qui se passe dans la vie des gens, oui, là c'est mauvais. Si tu cherches à savoir comment un entrepreneur a fait pour quitter de 100 francs à 10 000, c'est pas un vilain défaut, non. Loin de là. C'est une très grande capacité, une très grande qualité. Parce que c'est à ce moment-là que tu apprends, à ce moment-là que tu fais ton éducation. Quand tu as l'occasion de discuter avec quelqu'un qui a eu à bâtir quelque chose, cherche à apprendre, cherche à voler le plus de substance chez cette personne-là. Alors, merci pour cette brillante intervention. Mais dites-moi, d'après ce que vous dites, l'éducation de l'entrepreneur semble se faire davantage sur le terrain. Qu'est-ce que l'État devrait faire à son niveau pour faciliter la vie des jeunes entrepreneurs? L'État fait beaucoup. L'État fait beaucoup parce que énormément de campagnes de sensibilisation. Aujourd'hui, même pour payer, par exemple, la simple pension à l'université, je crois que quand vous allez à la banque, on demande le numéro d'identifiant unique. Ça, c'est ta carte d'identité. C'est très important. Et à partir de ce moment-là, l'État, dans toute sa splendeur, loin de moi l'idée de vouloir vanter l'État, non. Mais l'État se bat pour qu'on puisse comprendre, par exemple, que payer ses impôts, c'est important parce que vous ne pouvez pas commencer à travailler, gagner 1 million et vous vous dites, je dois avoir le rythme de vie de 2 millions, je dois rouler dans une voiture de 1 million, je dois changer d'appartement. Si je loue un studio de 50 000, non. Là, je suis à l'étroit. Il me faut un petit appartement moderne là, dans un quartier huppé de la ville. J'en connais qui le font dès qu'ils gagnent 100 000 francs. Dès qu'ils gagnent 100 000 francs. Mais monsieur Podjon, vous ne pouvez pas gagner 1 million et utiliser déjà 25% pour payer le loyer. Il y a un problème. Il faut apprendre à se serrer la ceinture. Parce que quand vous vous serrez la ceinture, même quand l'argent entre, ce sont les prévisions pour les pires moments. Parce que dans toute carrière, il y aura des périodes où ça n'ira pas. Et à ce moment-là, il faut garder la tête froide, il faut aller et se dire, ok, dans les moments de joie, dans les moments où on gagnait beaucoup, j'ai pu prendre une partie et épargner, je vais prendre ça aujourd'hui et permettre que le mauvais vent passe. Il faut toujours se préparer au pire. Il faut toujours se préparer au pire. Plus tu prépares cette période, mieux c'est. Et on prépare cette période quand tout se passe bien. C'est vraiment ça qu'il faut mettre même dans la tête des jeunes qui aujourd'hui veulent entreprendre, qui aujourd'hui, même les salariés, c'est pas parce que tu gagnes 1 million aujourd'hui que tu vas décider du jour au lendemain de changer
changer ton rythme de vie, non. Demain, si tu perds ton emploi, qu'est-ce que tu fais? C'est que c'est fini. Tu es fini, tu vas libérer cette maison, tu vas te retrouver à rentrer chez les parents. On va dire, ouais. Et les gens avec qui tu as mangé cet argent-là vont te dire que, ah là là, ils ne connaissaient pas gérer son argent. Tout était avec toi. Hein? C'est pour ça que l'épargne, c'est très important. Où vous voyez-vous dans 5 ans? 5, 10 ans, toujours avec l'Implaceco, SARL, lancer une autre entreprise? Je ne suis même pas millionnaire. Dans mon compte en banque, actuellement, il y a 8250. Je n'ai pas besoin de cacher. Je vous promets, hein, actuellement en banque, j'ai 8250 francs. Très souvent, on se donne 3 types d'objectifs. Dans l'immédiat, à court terme, moyen terme et à long terme. 5 ans, pour moi, c'est le moyen terme. 10 ans, c'est le long terme. Dans 5 ans, j'espère que j'aurai fini l'extension de l'usine. J'espère avoir fini l'extension de l'usine. Déjà là, en janvier 2027, nous sommes en train de faire entrer une nouvelle machine. Vous savez, se spécialiser dans le plastique a été salutaire pour nous. Et quand nous sommes arrivés dans ce domaine, on a trouvé une faille. Je ne vais pas révéler cela ici parce que j'attends de me lancer moi-même avant de dire et puis les autres suivent. Avant de faire des témoignages. Bien sûr, bien sûr. Parce que au Cameroun, et c'est le cas dans presque tous les domaines, hein. Et il y a une matière plastique en particulier que tout le monde importe. Personne ne fabrique. C'est le projet que nous sommes en train de relancer. On a fait venir des machines qui ont été embarquées et tout, qui seront là avant la fin de l'année. Et on espère, après avoir terminé certains travaux, que d'ici janvier 2027, on va lancer la production de cette matière. Cette matière a cela de particulier, elle est utilisée dans toutes les entreprises agro-industrielles au Cameroun. C'est une matière plastique. Elle est utilisée dans toutes les entreprises, mais personne n'en fabrique. On s'est sacrifié au bout de beaucoup d'efforts. On a terminé l'achat de cette machine il y a une semaine. C'est grâce à un prêt dans une tontine, pas à la banque. Ah, toujours à tontine. Voilà, tontine, oui. On revient toujours sur... On revient. Vraiment, j'espère qu'en janvier 2025, qu'on puisse lancer la production de cette matière. À moyen terme maintenant, je souhaite vraiment que l'extension de l'usine s'achève. Quand vous ferez la descente sur le terrain, vous aurez le temps de visiter. Nous sommes en train de faire une petite extension là. Ça demande aussi beaucoup de moyens parce que on veut faire une usine aux normes internationales. Vraiment, on a ce désir là. Et même ici, parce que les multinationales au Cameroun ont beaucoup d'exigences. C'est pas n'importe qui va te laisser, par exemple, fabriquer une matière plastique qui va entrer dans le procédé d'emballage, par exemple, de son repas. Ils ont cette obligation-là de s'assurer que le plastique qui nous est fourni, par exemple, pour emballer nos madeleines, sont fabriqués dans certaines normes. Encore une fois, merci, monsieur Jerry Foyou. Ouais. À vous écouter, je suis sûr que d'aucuns se diront, c'est trop facile. Pourquoi tout a l'air si facile? Son parcours a l'air utopique. Mais je suis sûr, vous avez forcément dû être confronté à des murs que nos téléspectateurs ne soupçonnent même pas. Bien sûr, rien n'est facile. Mais je vous dis, j'ai passé une journée de travail avec un ami à moi, dont je ne dirai pas le nom ici, dans la ville de Douala. Et il m'a dit, gars, tu fais ça comment? Dès le départ, je vous ai dit que je ne parvenais pas à me réveiller à 8 heures. J'avais des difficultés. Mais aujourd'hui, je parviens à faire 7h, 21h. Quand je rentre le soir, on voit mes yeux, on dit que qu'est-ce qui se passe? Je suis à bout. J'ai un bureau. Mon bureau est à Akwa. Mais dans 90% des cas, où viendrait me chercher au bureau, j'y serais pas. Non. Je suis chez mes clients. Je peux être en voiture, là maintenant. Je vois qu'il y a l'embouteillage, je descends. J'appelle mon gars, Loïc, je dis, Loïc, vraiment, viens me chercher ici. Laisse tout ce que tu fais. Parce que, je te prends un exemple. Je peux être en train d'installer une datteuse industrielle à Ndokochi et en même temps, je dois aller installer une banque de transporteuses à Bekoko et je veux qu'on me voie sur les deux sites. Bien sûr, c'est mon travail. Je veux être là. Il faut y être très fort, hein. Je suis partout. Je suis tout le temps sur les motos. Tout le temps. Quand mes amis m'appellent souvent, allô, dès qu'ils suivent le bruit du vent, ils disent, tu es sur le bureau mobile. Bien sûr, je suis là, je suis en train de chercher la vie. C'est comme ça qu'on se bat. Aujourd'hui, on propose des services où, avec TEF, nous souhaitons être le plus proche possible des usines. Quand aujourd'hui une usine me contacte et me dit, Monsieur Foyou, on a un souci. C'est quoi le problème? Telle machine est à l'arrêt. Est-ce qu'on peut relancer dans 24? Je dois me démerder à trouver cette pièce ou bien à trouver cette machine, à la faire arriver, à la remplacer et que l'usine, au bout de 48, soit opérationnelle. Parce que, je vous prends un exemple. Nous étions dans une usine, il y a de cela quelques mois, et ils avaient une ligne de production à l'arrêt à cause d'une machine. Il fallait faire venir cette machine. Ils se sont rendus compte qu'en louant cette machine pour faire le travail, ils gaspillaient énormément d'argent. On s'est chargé de faire venir cette machine de la Chine par fret aérien. On l'a installée. Ils ont relancé leur production et au bout de 48 heures, tout était achevé. Totalement. C'était parfait. Donc, il y a ce désir-là de toujours être aux côtés des autres usines pour les accompagner. C'est pour ça que je dis toujours, l'Implast et TEF sont assez complémentaires. Parce qu'aujourd'hui, si l'Implast a un souci, je crois que... Bien sûr, même si les deux sont chez la même personne, je dis toujours que je suis mes entreprises et mes entreprises
sans moi. Si je fais 12 heures dehors, vous me verrez 1 heure de temps maximum au bureau. Maximum, pas plus. Qu'est-ce que je fais là-bas? Signer des papiers. Ou bien travailler sur mon ordinateur. Non, c'est pas là-bas qu'il y a le challenge. Le challenge, c'est dehors. C'est sur le terrain. C'est là-bas qu'il faut être. C'est là-bas qu'il faut se battre. Et c'est ce qui manque à beaucoup d'entrepreneurs, j'ai l'impression. Oui, beaucoup. Dès qu'il va gagner son premier million, ou bien dès qu'il va gagner son premier 200 000, il va dire, si je bois la manie en 500, ça peut me donner l'indigestion. Il dit, non. Du champagne, il me faut du champagne. Il me faut du champagne. Comment? Pourquoi est-ce que... Oui. Et là, tu as gagné 1 million, tu as déjà dépensé 250 000. Il y a un problème. Il faut faire très attention. Comme je vous le dis, je suis un débrouillard, ce qui fait que je suis très ingénieux. Par conséquent, je suis toujours sur le terrain. Je suis toujours en train de chercher des... Si je me réveille un matin, je n'ai pas de problème. J'aurais l'impression que ma vie n'a pas de sens. Si j'ai pas de problème, ça veut dire que tout va bien. Que vous n'avez rien à faire. Je n'ai rien à faire. Tout est parfait. Pourtant, quand je me réveille le matin, là, le chef d'unité de production me dit, patron, il y a un problème. Quoi? La recycleuse, là, ça ne donne pas telle bobine à lâcher, ceci à lâcher. Ouais. J'ai dit, ok. Il faut se lever. Parce que souvent, ça lâche comme ça. J'ai passé un frein. Tu pars dans le compte entreprise, tu vois un agent qui était déjà dirigé vers autre chose, tu te dis, ça doit revenir là-bas. C'est compliqué. Tu vas aller résoudre le problème. Mais le fait de résoudre ce problème a créé un autre problème. Parce que cet argent, par exemple, qui était prévu pour acheter la matière première, tu ne l'as plus. Aujourd'hui, et j'en ai légèrement parlé au début de l'intervention, mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte de quelque chose. La matière que je produisais, il y a de cela 1 mois, à 1800 francs. Elle est passée à 1400 francs. Elle est passée à 2200 francs. Et cela est dû à quoi? C'est pas lié à nous. C'est pas lié au Cameroun. Non. Comme on dit souvent, il y a l'effet domino. Un truc peut se passer à Logbadjek, ça t'affecte toi qui es ici à Yaoundé. N'est-ce pas? Nous sommes restés au Cameroun, dans notre paix. Un pays a décidé de bombarder notre pays. On a fermé un détroit. Hormuz était fermé, le détroit d'Hormuz. Oui. Sauf que, quand on a fermé ça, sur le marché, les prix ont explosé parce que la matière plastique est liée au prix d'achat du pétrole sur le marché. Donc, le prix a explosé. Et dès que le prix explose, catastrophe. J'ai des bons de commande. Je vous prends un exemple très simple. Quand on ferme le détroit d'Hormuz, j'ai 2 bons de commande en cours. Je vais pas citer les entreprises ici pour ne pas faire de publicité et tout. J'ai 2 bons de commande en cours. Ces bons de commande, ils sont dans une planification bien précise. Je sais que la matière, c'est tel montant et ça va me produire tel montant. Tu retires tes charges vis-à-vis de l'État et tout. Je suis tranquille. Mais au même moment où je reçois les bons, au même moment, on ferme Hormuz. Qu'est-ce qui se passe? Explosion du prix sur le marché. J'ai déjà pris les bons. Situation catastrophique. Je vais produire à perte. Mais je suis obligé de produire. Parce que l'entrepreneur, c'est quoi? Tu dois d'abord assurer tes engagements. J'ai pris un engagement de produire. J'ai dit que c'est le prix. Peu importe ce qui se passe dans le monde. Ils ne vont pas chercher à savoir ce que c'est pas leur problème. J'ai pris un engagement. Je dois produire. J'ai produit à perte. Mes proches qui vont regarder cette interview vous le diront que cette période-là a été particulièrement difficile pour moi parce que je me plaignais chaque jour. Chaque jour. J'ai produit à perte. J'ai livré. Mais avec du recul, tu te dis, c'est difficile. C'est difficile. Mais il faut garder le cap. Parce que si tu décides d'abandonner, tu te dis, ok, la matière a explosé. Le client décide de ne pas hausser le prix d'achat et tout. Tu fais quoi? Tu fermes. Tu mets des familles au chômage. Qu'est-ce que tu fais? Toi, à ma place, qu'aurais-tu fait? Tu gardes le cap ou bien tu rebousses chemin? On garde le cap. On garde le cap. On accepte les difficultés. Il faut être résilient. Et moi, je dis toujours, c'est la plus grande capacité. Et c'est la plus grande capacité des Camerounais. On a tendance à dire, les Camerounais sont paresseux, les Camerounais, non. Il n'y a pas un peuple plus résilient que celui-ci. Le Camerounais sait serrer la ceinture. Le Camerounais sait faire le dos rond. Parce que, il y a des fois, tu te demandes comment est-ce que quelqu'un peut réussir à vivre avec 1000 francs. Il le fait, il réussit.
Il réussit. Parce qu'il fait le dos rond. Il est résilient. Et en toute chose, même à l'école, il faut être résilient. Si tu ne comprends pas, si tu as des difficultés, tu supportes, tu affrontes, tu gardes le cap. Parce que si tu décides de repousser chemin, tu es un lâche. Tu es un lâche, non? Oui, parfois repousser chemin, même pire que continuer. Que continuer. Il faut garder le cap. Toujours, en toutes circonstances. Gardez le cap, peu importe la difficulté. Vous continuez. Monsieur Jerry, au vu de votre expérience, dans quel secteur pourriez-vous conseiller un jeune entrepreneur de se lancer? Ou alors, le jeune entrepreneur, il ne devrait pas avoir un secteur prédéfini, juste un secteur qui lui sied à lui et à ses compétences. Votre question, elle est très bonne. Elle est très bonne et je vais être très court. Je vais être très court. Au Cameroun, on manque de tout dans tous les domaines. Monsieur Bojo, si demain vous commencez à fabriquer les serviettes hygiéniques, vous trouverez votre marché. Si demain vous commencez à fabriquer les allumettes, vous trouverez votre marché. Si demain vous commencez à fabriquer les papiers mouchoirs, vous trouverez votre marché. Le plus difficile, c'est de se lancer. Et il ne faut pas beaucoup. Il faut juste savoir où vous allez, ce que vous voulez faire, et vous vous lancez. Chers téléspectateurs, vous aurez donc compris, il n'y a pas de secteur prédéfini au Cameroun. Arrêtez d'attendre une solution miracle des entrepreneurs qui ont réussi. Eh bien, Monsieur Jerry, je voulais savoir, quelle est la plus grande leçon que vous avez eu à apprendre? Parce que je suis sûr qu'il y en a plusieurs. Lorsqu'on a de l'expérience comme vous, des déceptions, des désillusions, il y en a, surtout dans notre pays, j'ai envie de dire. Quelle est donc la plus grande leçon que vous avez eu à apprendre grâce à l'entrepreneuriat? Ce que je retiens aujourd'hui de mon petit parcours, parce que c'est pas une grande expérience. J'ai un petit parcours, assez solide, mais j'ai un petit parcours. Peu importe la difficulté, il faut être résilient. Ce thème, je vais toujours l'employer. Il faut être résilient. Il faut savoir serrer les dents, encaisser les coups et avancer. C'est pareil dans la vie. C'est pareil dans la vie. Si aujourd'hui, tu perds un proche, tu te dis, ok, je vais partir avec lui. Tu ne gagnes rien. C'est juste du folklore. Oh, il faut apprendre à traverser les difficultés. À ne pas se morfondre. Si aujourd'hui, j'ai une machine qui s'arrête et je commence à pleurer, à dire, ouais, qu'est-ce que le Seigneur me fait comme ça? Ouais, c'est du temps perdu. Pendant ce moment-là, je pouvais faire le dos rond. Je commence à dire, comment est-ce que je peux trouver 5 francs pour remplacer la pièce? Comment est-ce que je peux d'abord modifier l'appareil pour travailler et tout? C'est la même leçon qu'on a dans la vie. Il faut savoir être résilient. Il faut accepter de prendre sur soi. Peu importe la difficulté, il faut prendre sur soi. En jargon populaire, on dit souvent, casse ton leurre, lire l'heure. Il faut lire. Vous dites non, je garde le cap. Je vais supporter, peu importe l'adversité, je vais supporter. Et ça ira. Prenez courage. Prenez courage pour garder le cap. Et c'est ce que moi j'ai appris. J'ai appris que peu importe la difficulté, on a traversé bien pire. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, la situation est gérable. C'est ce que je dis toujours. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, ça va, on va gérer. Il y aura toujours une solution. Merci pour votre intervention, Monsieur Jerry Foyou. Vous m'avez l'air d'être un homme des plus occupés. Alors, sûrement la question va paraître indiscrète, mais avez-vous vraiment du temps pour les relations amoureuses? C'est hors de notre thème, bien sûr. Non, c'est une petite parenthèse. Honnêtement, il y a 2 voies. Je vais pas étirer sur la question, mais les relations amoureuses ont un grand impact sur le développement de vos entreprises. Non, le commun peut faire en sorte que vous mettiez votre entreprise en faillite. Pas du tout. Ma première épouse reste mon entreprise. Ma deuxième épouse reste la deuxième entreprise. Non, mais plus sérieusement, oui, les relations humaines affectent énormément le travail. Si j'ai un problème avec mon frère, si j'ai un problème avec ma femme, si j'ai un problème avec mes amis, ça peut m'impacter psychologiquement moi-même. Et à partir de ce moment, j'ai un problème au niveau de mon rendement. C'est tout à fait normal. C'est humain. Sauf si c'est une machine qui dirige l'entreprise. Oh, Jerry Foyou n'est pas une machine. Pas du tout, naturellement. Donc, oui, les relations humaines affectent énormément notre travail. Et il faudrait que notre entourage puisse comprendre cela.
Nous sommes parvenus au terme de notre interview. Ce fut un réel plaisir d'échanger avec vous, Monsieur Thierry Foyou. Mais permettez-moi de vous poser une dernière question avant de quitter la scène. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Monsieur Bodian, le conseil que je peux donner à tous les jeunes, tous mes compères, parce que moi je suis très jeune, le conseil que je peux donner, c'est de ne pas avoir peur. Et je vais dire, aujourd'hui, n'essayez pas de tout faire seul. Mettez-vous ensemble. Tout est possible. Tout est possible. Si vous avez 100 francs et que vous avez un projet de 300 francs, cherchez vos amis, cherchez vos partenaires, cherchez dans votre entourage qui pourra mettre les 200 francs du dessus et vous allez vous lancer. N'ayez pas peur. Et on le commence. Il faut jamais penser qu'il faut commencer avec le milliard. Non. Cherchez toujours à commencer avec le moins de dépenses possible. Moi-même qui vous parle, j'externalise beaucoup de services parce que aujourd'hui, je ne suis pas encore en mesure d'assurer certaines charges, tant au niveau de la CNPS qu'au niveau de la fiscalité. Et moi, j'ai toujours voulu être en règle. Par conséquent, j'externalise des charges. Ça me revient peut-être un peu plus cher, mais il y a un différent quand même avec quand tu prends un employé où tu dois payer le salaire, payer la caisse nationale, payer. Donc, il faut toujours commencer avec le moins de charges possible, avec le plus petit budget possible. Tant que vous avez ça entre vos mains, vous vous dites que ok, c'est possible, on va le faire. Vous travaillez et vous allez grandir. C'est progressivement. Aucun enfant ne sort du ventre et commence à marcher. Non, c'est pas possible. Tu vas sortir, après on commence à balbutier, tu vas ramper, tu vas te lever, faire 2 pas, tomber, te relever, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il marche. C'est pareil. Ça prend du temps. Il faut bien commencer quelque part. Vous avez une vision, vous allez quelque part. Et prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez jamais. Prenez votre temps, mettez-vous ensemble. C'est ce que je peux dire comme conseil et mot de la fin. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, ne soyez pas des entrepreneurs solitaires, soyez des entrepreneurs solidaires. C'est ce que nous pouvons retenir aujourd'hui de cet échange avec Monsieur Thierry Foyou, que nous remercions encore une fois pour sa participation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Bodian. Je suis très ravi et je suis heureux d'avoir une équipe de jeunes aussi enthousiastes. Vous êtes tout jeune, vous vous lancez. Votre directeur général est tout aussi jeune que vous. Et je crois que Camereco est sur la bonne voie. Vous avez choisi un secteur qui manque cruellement de médias. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, tout le monde est concentré sur la politique, sur les successions, sur les batailles. Et aujourd'hui, Camereco a choisi un chemin qui, à mon avis, sera très long, mais très riche. Et c'est un chemin particulièrement intéressant. Continuez de mettre en lumière les jeunes comme vous. Continuez de mettre en lumière les entreprises, les entrepreneurs, notre économie nationale, le tissu national. Continuez de le faire. Et vous verrez la réussite au bout du chemin. Je vous souhaite beaucoup de courage à vous, à votre équipe, à votre staff technique. Et prenez courage. C'est pas facile. Soyez résilients. Bon courage, Monsieur Bodian. Merci, Monsieur Thierry Foyou. Vous l'aurez compris, ce n'est pas nous qui nous le disons, Camereco a de l'avenir. Alors, je vous prie de vous abonner, activer la cloche et suivez-nous pour plus d'aventures avec Camereco. Merci.